La deuxième intervention, c'est le professeur Ralph Shore. Il est italien à Paris. Professeur Ralph Shore est professeur émérite à l'Université Côte d'Azur. Il a travaillé essentiellement sur l'opinion publique et les étrangers et sur l'exil des intellectuels entre les deux guerres en France. Et il est l'auteur aussi de la biographie de Monseigneur Reynaud, évêque de Tunis. Il a dirigé les thèses de nombreux collègues tunisiens, dont je cite Feu Absel Ben Ahmed, Riyad Ben Khalifa, Slim Jmaï et Mandar Yous. Merci d'être parmi nous et je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais d'abord définir les termes du sujet. Scaldini au pluriel, scaldino au singulier. C'est un mot qui vient de l'italien, qui vient du verbe scaldare, qui veut dire chauffer. Ce sont des gens qui chauffaient les grands immeubles parisiens au XIXe siècle. Vous savez que Paris, entre 1850 et 1910, est passé de 1 million à 3 millions d'habitants. Donc, il y a eu un développement de la construction pour loger ces habitants nombreux. Les grands immeubles qu'on appelle haussmanniens, vous savez, du nom du préfet qui était en fonction à l'époque, ces grands immeubles de 6, 7, 8 étages quelquefois. Également, on a construit de grands immeubles administratifs, des écoles, des hôpitaux, de grandes entreprises. Tout ça devait être chauffé. N'oublions pas aussi les églises, autres grands immeubles collectifs. Et ce sont ces immigrés italiens qui ont acquis, je ne dirais pas le monopole, mais à peu près quand même, presque le monopole, de l'accomplissement de ce travail. Alors, dans un premier point, je voudrais évoquer le mécanisme de la migration de l'Apennin italien, région centrale. L'Apennin, vous savez, c'est cette grande chaîne de montagnes qui part du nord et qui descend dans la botte italienne jusque vers le sud. Donc, migration temporaire de l'Apennin à Paris. Avant les Scaldini, les immeubles ont été chauffés par des Bretons, des Savoyards, c'est-à-dire des Français se déplaçant à l'intérieur de l'État français. Mais très vite, les Italiens ont pris le relais, et surtout les habitants de deux provinces italiennes, Parme et Plaisance, d'où étaient originaires ces chauffagistes, si on peut dire. Mais attention, ce n'étaient pas des gens des villes, c'était des gens des campagnes, de tout petits villages, quelquefois de hameaux minuscules, qui vivaient dans des conditions très difficiles. Dans cette région, vous savez, l'Apennin peut dépasser 2000, presque 3000 mètres aussi. Donc, région montagneuse, enneigée l'hiver, ce qui veut dire que l'hiver, impossible de cultiver le sol. Alors, l'été, quand même, il y avait la possibilité de cultiver, de faire de l'élevage. Ils faisaient également du charbon de bois. Ils étaient également bûcherons, c'est-à-dire qu'ils coupaient les arbres des forêts. Mais c'était des gens qui avaient de toutes petites propriétés. Quelquefois, ils n'étaient même pas propriétaires, ils étaient métayers. Donc, ces conditions de vie très difficiles, pas de médecins évidemment, les hôpitaux dans les villes, mais l'hiver, impossible d'aller des villages jusqu'aux villes. Donc, on mourait très jeune dans ces régions-là. La pauvreté conduisait ces gens à l'exode. Ils ont commencé par aller travailler dans les plaines, en dessous, en bas de l'Apennin, dans les plaines littorales. Et puis, la situation économique de l'Italie n'était pas très prospère, donc ils se sont tournés vers l'étranger. Et la France était le pays le plus proche. Ouais. Certains allaient jusqu'en Angleterre, mais beaucoup sont allés en France, c'était plus près. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux se déplaçaient à pied, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas les moyens d'utiliser les transports en commun et les premiers chemins de fer. Donc, ça a été une immigration qui s'est déclenchée pour des raisons matérielles, améliorer la condition matérielle, et nous verrons ce qu'ils faisaient de l'argent qu'ils gagnaient. Alors, c'était un métier nouveau. Nouveau parce qu'avant eux, il n'y avait pas le grand chauffage au charbon dans les grands immeubles dont j'ai parlé tout à l'heure. Nouveau et des gens peu vus, des gens presque invisibles. Le travail commençait entre 2h et 4h du matin et continuait le soir jusqu'à 21h, 22h. Et quand ils étaient au travail, ils travaillaient dans les caves où étaient les grandes chaudières des immeubles. Donc des gens
qui n'était pas très visible. Il y a une dimension presque philosophique, n'est-ce pas, de cette invisibilité, de ce côté chtonien de ces travailleurs. Ça a duré de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux environs de 1980, quand on a commencé à passer au chauffage au gaz ou au chauffage au mazout. Quand le charbon a disparu, évidemment, le métier a disparu maintenant. Donc, c'est un métier qui s'est étalé sur 4 ou 5 générations, pas plus. On considérait que il fallait environ 10 ans pour apprendre le métier. Donc, on gagnait bien dans ce métier. Donc, les pères faisaient venir leurs enfants, ou à défaut, quand ils n'en avaient pas, leurs neveux. Donc, c'est un métier presque héréditaire, de père en fils, ou d'oncle à neveu. Et le jeune arrivait vers 14 ou 15 ans à Paris. On considérait qu'il fallait 10 ans pour assimiler le métier. Vers 25 ans, il commençait donc à travailler. Et là, le père ou l'oncle considérait qu'il avait terminé sa fonction et retournait au village d'origine, où il reprenait sa vie, quelquefois sous la direction des ancêtres, des parents. Et il y a un côté patriarcal aussi dans ce type de métier. C'est un projet familial. Alors, dans un deuxième point, je vais étudier le métier de scaldino. Comment on travaille. C'est un métier dur, je vous l'ai dit, qui commençait très tôt le matin, donc entre 2 et 4 heures. Donc, il fallait se lever très tôt. Il fallait se déplacer d'une chaudière à une autre, parce qu'il y avait une chaudière par immeuble, une chaudière par bâtiment. L'idéal, c'était d'avoir le maximum de chaudières pour avoir le maximum de revenus. Ce qui fait que on faisait facilement 70 km par jour. Comment? À bicyclette au début. Ensuite, quand on mettait un moteur sur la bicyclette, ça devenait une mobilette. Après, ça a été la motocyclette ou le scooter, jamais l'auto, parce qu'on ne peut pas se garer à Paris. Donc, évidemment, même quand on avait les moyens, quand on avait réussi, on restait sur un 2 roues qui se garait facilement. Le plus dur du métier, c'est au début, quand on arrivait dans l'immeuble, tous se disent, le plus dur, c'était de vider les cendres de la veille. Donc, on vidait les cendres et on remplissait la chaudière. Alors, comment? Moi, je peux le dire parce que mes parents avaient des domestiques, mais il fallait que leur fils fût élevé à la dure pour me former. Donc, j'ai été scaldino de mes parents, qui avaient un grand appartement, qui avait sa propre chaudière pour chauffer l'appartement. Donc, je descendais à la cave, il y avait des seaux qui contenaient 25 kilos de charbon. Alors, ce seau avait une poignée en haut et une poignée en bas. Donc, on faisait ce geste pour remplir le seau dans le tas de charbon. Et on arrivait à peu près à remplir la moitié du seau. Ensuite, avec une pelle, on complétait le niveau. Et puis, on met. Alors, les scaldini avaient la chaudière à côté. Moi, il fallait que je monte à pied jusqu'au rez-de-chaussée. Là, heureusement, j'avais un ascenseur parce que j'habitais au 4e étage. Mais j'ai commencé vers 7-8 ans. Et je vous assure que le seau de 25 kilos, pour un gamin de 7-8 ans, c'était très dur à soulever. Après, bon, et je fallait le faire 3 fois par jour. Mais les scaldini le faisaient jusqu'à 100, 110, 120 fois par jour. Donc, vous imaginez la quantité, le poids de charbon remué par un seul homme dans la journée. C'était pas pour des gens maigrichons, c'était pas pour des mauviettes, c'était pour des gens qui avaient une excellente santé. Voici un témoignage. Les collègues sociologues ont recueilli des témoignages de Scaldini. Alors, voici le témoignage d'un d'entre eux. On commençait le matin vers 3 ou 4 heures et on continuait l'après-midi et ensuite encore le soir, 2-3 heures. On faisait 2 fois le circuit selon le besoin de la chaudière et du charbon qu'on utilisait. Le bon charbon durait 24 heures. Autrement, il fallait remplir à nouveau la chaudière. Ça, pendant 8 mois de l'année, les chaudières devaient fonctionner sans défaillance et sans arrêt. Et il fallait que les habitants des immeubles chauffés soient satisfaits. Autrement, on perdait la place. On travaillait de la fin septembre jusqu'en mai et début juin, on rentrait au village. Le côté pendulaire de la migration. Alors, un problème, c'était évidemment la qualité du charbon. Voici un autre témoignage. Le problème, c'était le charbon. Le coq n'était pas bon. Le coq,
C'est un charbon un peu reconstitué, il y a des boulets également. C'est de la poussière de charbon et des tout petits morceaux qui sont pulvérisés, assemblés par pyrolyse et qui donnent des boulets un peu plus petits qu'une balle de tennis, si vous voulez. Et ça, alors ben, je redonne la parole à mon témoin, le coq n'était pas bon, ça brûlait comme de la paille. Et du coup, il fallait revenir 3 fois par jour. Au contraire, le charbon venant de Russie durait toute la journée. Les propriétaires et les gérants des immeubles achetaient du charbon bon marché parce que celui de Russie était plus cher que le charbon français. Alors, il y avait un autre facteur qui intervenait, c'était la qualité de la chaudière. Les premières chaudières, donc les plus vieilles, brûlaient très vite le charbon. Et puis, comme toujours, on a fait des progrès techniques et les chaudières de génération ultérieure conservaient le charbon plus longtemps. Donc, si la copropriété faisait l'effort d'acheter une chaudière plus neuve, évidemment, le scaldine passait moins souvent pour recharger en charbon. Évidemment, l'important, c'était d'avoir beaucoup d'immeubles et les plus proches les uns des autres pour éviter les mouvements, les pertes de temps d'un immeuble à l'autre. Je vous l'ai dit, beaucoup de distance. Le résultat, on considérait que quelqu'un qui avait 10 à 15 chaudières dans son circuit réussissait à faire vivre une famille. À partir de 15-20, on faisait des économies. Et l'idéal, c'était d'arriver à 30, mais ça, alors, il fallait être une force de la nature parce que c'est un gros travail. À partir de 30, les économies étaient très importantes. C'est un métier qui rapportait. Évidemment, c'est un travail qui était quotidien, même les dimanches et les jours de fête. Les chaudières ne devaient pas s'arrêter. Et la forme physique était indispensable. 2 sentiments étaient engendrés par l'exercice de ce métier chez les scaldini. Premier sentiment, fierté. Fierté d'être l'homme de confiance de la copropriété. Il avait les clés de l'immeuble. Il avait les clés de la cave que le gérant, le syndic, lui avait confiées. Il était quelqu'un d'important. Et alors, le summum de la fierté, n'oubliez pas que les Italiens sont un peuple de culture chrétienne, c'était de chauffer une église. Et la plus importante d'entre elles, l'église la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 1920 à 2011, date à laquelle on a abandonné le charbon à Notre-Dame, c'est la même famille, 4 générations, qui a monopolisé, si je puis dire, l'honneur de chauffer la cathédrale. Et on en a des témoignages. L'archevêque est venu hier à la cathédrale et il m'a serré la main, bien qu'elle fût noire de charbon. Il n'est pas fier, notre archevêque, n'est-ce pas, le cardinal Tartampion. Donc voilà, il y a cette fierté de remplir une fonction presque sacerdotale, n'est-ce pas, à la limite. Le deuxième sentiment est un sentiment de fierté. C'est un métier dans lequel vous n'aviez pas de patron, pas de surveillant. Voici un témoignage qui résume ce que je veux dire. J'ai aimé ce métier parce que t'étais libre, autonome. C'est toi qui t'organisais. Tu connaissais tes chaudières et tes clients. Et on gagnait bien et on avait 4 mois au village. Voilà, ce sentiment de fierté. Alors, il y avait quand même, malgré le côté discret et peu vu, il y avait quand même une vie de sociabilité entre ces gens-là. D'abord, avec les Français. Ils étaient comme en relation avec les gérants d'immeubles, avec les syndics, avec les concierges. Vous savez, les concierges sont ceux qui entretiennent, qui font le nettoyage de l'immeuble, avec les réparateurs de chaudières. Il y avait surtout un contact quotidien avec les marchands de charbon. Ça, les Italiens n'ont jamais réussi à devenir marchands de charbon. C'était un monopole des habitants de l'Auvergne. J'ai une partie de ma famille qui est originaire d'Auvergne, n'est-ce pas? Les Auvergnats, réputés très avares d'ailleurs, avaient le monopole du charbon, du commerce du charbon, et toujours avec le commerce du charbon, un bistrot, un café. Donc, on allait chez le bougna, parce que c'est l'expression qu'on employait, c'est un peu familier. Le bougna, c'est l'Auvergnat, n'est-ce pas? Pierre Laval, l'homme politique français, vous savez, l'apôtre de la collaboration, était un bougna, et il a construit sa fortune politique sur le réseau des bougnats de Belleville. C'est comme ça qu'il a commencé à droite. Non, à gauche, pardon, il a commencé à gauche. Il était avocat de la CGT.
avant de passer évidemment à la collaboration. Moi, ça, c'est une autre histoire. C'est une parenthèse d'historien qui n'a rien à voir avec mon sujet. Mais le Boudien, on y allait pour commander le charbon et pour faire la pause casse-croûte. Et ça permettait de rencontrer les compatriotes, les autres Scaldini, qui faisaient la pause au même moment. Donc, on se voyait, on échangeait des nouvelles, des informations. Tu sais, si tu vas là, tu auras ceci à t'envoyer. Donc, tout ce que les relations interpersonnelles peuvent donner. J'en viens à ma dernière partie, qui va être en somme une espèce de transition entre l'identité italienne de ces hommes, je dirais même l'identité provinciale. Vous savez que l'Italie est restée très provinciale. D'ailleurs, entre eux, ils parlaient souvent, pas l'italien, mais le dialecte parmesan ou de Piacenza, Plaisance. Donc, comment ils sont passés d'une identité italienne, au sens large du terme, à une intégration à la vie française? Comment s'est faite cette mutation? Eh bien, l'identité provinciale italienne est restée très importante pendant très longtemps. Alors, comment cela s'opérait-il? Eh bien, d'abord parce que les Scaldini se regroupaient à Paris, dans la région parisienne. D'abord pour l'habitat. Ils cherchaient une résidence qui fût la plus proche possible de leur lieu de travail, donc la proche banlieue. Il y a eu un grand quartier de Scaldini à Boulogne-Billancourt qui touche Paris. Et à Paris, alors Paris même, dans des quartiers populaires où les loyers n'étaient pas très élevés, comme le quartier qui entoure la gare de Lyon. Donc, mais alors là, c'est ce qui se produit toujours dans les quartiers, comment dire, monocolores d'un point de vue identitaire. La petite Italie, la petite Espagne, la petite Alger, vous savez, on vit entre soi, on parle évidemment la langue d'origine, c'est tout à fait naturel. Les usages se maintiennent, la nourriture, la manière de s'habiller, la manière de penser, voilà. Donc, tout cela, vous en trouvez un témoignage dans un livre qui a eu beaucoup de succès en France qui s'appelle Les Rital de Cavana. C'est un grand succès de librairie qui montre, le Rital, ça veut dire italien en argot, hein, qui montre bien justement cette vie communautaire que les Italiens ont longtemps pratiquée. Il y avait un autre aspect aussi dans ces quartiers monocolores, la solidarité. Quand un Scaldino avait un accident ou quand il tombait malade, ses camarades s'arrangeaient pour le remplacer sur son circuit ou sur une partie de son circuit de chaudière pour que les revenus ne disparussent pas. Quand par hasard il mourait à Paris, on faisait une collecte pour ramener son corps au village et l'enterrer dans la tombe familiale où étaient ses ancêtres depuis très longtemps. Les loisirs, très très rares, compte tenu du fait qu'on travaillait tous les jours et toute la journée. Malgré tout, on pouvait quelquefois, le dimanche, il y avait des bals. On pouvait s'échapper 1 heure dans la journée pour aller danser. Et c'était surtout les jeunes, les moins de 25 ans, ceux qui étaient en apprentissage en quelque sorte, qui étaient moins tenus par le travail, qui pouvaient aller dans ces bals où on se rencontrait entre amis, entre compatriotes. Le principal loisir, c'était au printemps, lorsque la saison de chauffage s'arrêtait, donc avril-mai, il y avait la fête de fin de saison. On se rassemblait dans une guinguette des environs de Paris. Il y avait un grand repas, il y avait de la musique, on dansait. Les Italiens aiment beaucoup la musique, n'est-ce pas? Parmi ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure qui partaient l'été, il n'y avait pas que les Scaldini. Il y avait des gens qui partaient comme colporteurs, comme rempailleurs de chaises, ramoneurs. Et il y avait un métier qui était très réputé à l'époque, c'était saltimbanque, c'est-à-dire artiste ambulant. Et les Italiens excellaient. Ils jouaient du violon, ils montraient des animaux savants, un ours dressé, une marmotte dressée, des chiens dressés. Il y a un livre très connu en France pour les jeunes, un livre de 1878 d'Hector Malot qui s'appelle Sans famille. Il a été plusieurs fois adapté au cinéma, dès l'époque du muet, dernière adaptation 2018. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, orphelin, sans famille, qui est recueilli par un Italien qui montre quelques chiens savants et un petit singe. Bon, c'est un livre il était adapté à la télévision. Il est réédité à chaque fois qu'un film, évidemment, paraît. Donc, cette musique était quelque chose que les Scaldini appréciaient beaucoup et qu'ils faisaient le jour de la fête de fin d'année, le jour du banquet. Ensuite,
pour maintenir l'identité, il y avait ce séjour estival au village ou au hameau dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce travail à Paris s'inscrivait dans un projet collectif consistant à procurer à la famille des améliorations matérielles. Cet argent qu'on gagnait, surtout quand on avait beaucoup de chaudières, à quoi servait-il? On achetait des terres, on achetait une nouvelle maison ou on rénovait la maison ancienne. Après, plus tard, on a acheté un tracteur, à partir de l'époque, à partir de l'entre-deux-guerres, quand les premiers tracteurs sont apparus. On achetait des objets de consommation pour améliorer la vie quotidienne au village. Tout cela, évidemment, maintenait les racines, et parmi ce maintien des racines, il y avait un usage communautaire très important, le choix de l'épouse. On se mariait au village. On se mariait avec quelqu'un de la paroisse. Et le mieux du mieux, c'était d'épouser quelqu'un de la famille, une cousine, qui au début restait au village, et puis après, quand il y avait des enfants, rejoignait quelquefois le mari à Paris. Et ça va jouer un rôle important, évidemment, dans l'intégration. Et puis, comme je vous l'ai dit, on transmettait le métier aux fils ou aux neveux, dimension patriarcale, en somme, de cette activité. Et évidemment, même si on mourait à Paris, inhumation au village. Bon, ce qui montre aussi ce maintien des racines, c'est que cette fête de fin d'année qu'on célébrait à Paris au début, pour marquer la fin de la chauffe, on a fini par penser qu'il fallait la transférer au village. Parce qu'au mois d'août, tout le monde était là. Donc, on faisait la fête au village et on a même créé une décoration. La médaille du Scaldino qui prenait sa retraite. On se cotisait pour acheter une médaille en or qu'on faisait frapper à son nom et qu'on lui remettait solennellement en guise de décoration de fin d'activité professionnelle de Scaldino, pas de paysan, pas de cultivateur. Donc oui, le poids des traditions qui n'a pas empêché, et c'est mon dernier point, une intégration progressive dans l'organisme français. Alors, quels étaient les facteurs qui favorisaient l'intégration? D'abord, il y avait un facteur, je dirais, professionnel. Il n'y avait pas entre eux d'amicales, d'associations, encore moins de syndicats, pas de politique. Maurizio Catani, qui a travaillé sur eux, a toujours insisté sur le fait que le fascisme n'a pas pris chez eux du tout. La politique, et le communisme non plus d'ailleurs. La politique n'avait pas. C'était des individualistes. Ils l'étaient au village, ils l'étaient dans l'exercice de leur métier à Paris. Donc c'est un travail solitaire, c'est un travail, encore une fois, invisible, qui fait que l'homme se prend en charge tout seul. Pas de pesanteur identitaire professionnelle sur cette corporation. Et puis, l'intégration se faisait aussi par le biais de l'amélioration de la situation matérielle. Voici encore un témoignage. C'est le fils d'un Scaldino qui parle de son père. Dans les premières années, quand il n'avait pas encore de carte de travail, il dormait dans les caves où étaient les chaudières, parce qu'il était clandestin. Puis, grâce à des connaissances, il a réussi à se faire des papiers et s'est mis en règle. En novembre 1954, ma mère l'a rejoint et il l'a aidé dans son travail. Au début, elle allait avec lui en moto. Ensuite, comme elle avait beaucoup de chaudières proches, elle allait s'en occuper elle-même, seule et à pied. Quelquefois, moi aussi, j'y suis allé, en particulier quand il faisait très froid, parce que dans ces moments-là, et pour certaines chaudières, il fallait faire 3 et même 4 tours dans la journée. Donc, les Scaldini ont découvert l'avantage d'être en règle, d'avoir des papiers. Quand ils ont eu des enfants qui sont nés à Paris, ils ont découvert l'avantage d'avoir des enfants ayant la nationalité française et les avantages matériels, tout simplement administratifs, que cela procurait. Facteurs sociaux également favorisant l'intégration. À la longue, les mariages arrangés dans le village sont devenus un peu moins nombreux. Forcément, à Paris, on remarquait que la fille de la concierge était mignonne. Bon, on la voyait tous les jours, cette fille, puisqu'on venait tous les jours, 9 euros par jour pour nourrir la chaudière. Donc, des mariages mixtes ont eu lieu
La femme, évidemment, ne parlait pas l'italien et encore moins le dialecte de la province d'origine. Donc, les échanges dans le couple se faisaient nécessairement en français et amenaient l'homme à pratiquer de plus en plus cette langue. Les enfants, quand ils naissaient à Paris, quand ils étaient élevés à Paris, faisaient leurs études à Paris et s'intégraient dans les françaises à Paris, pas dans le métier du papa. Trop dur. Quand on avait la nationalité française, on cherchait à entrer dans l'administration, c'était beaucoup moins fatigant, ou dans une carrière d'employé de commerce, etc. N'est-ce pas? Mais par les enfants, on était intéressé. Et se reproduisait un phénomène qu'on voit souvent, et dans les récits, on entend souvent dire, c'est le père qui parle. Je suis arrivé à Paris, ou n'importe où, à Lyon, n'importe où, avec l'idée de gagner de l'argent et de rentrer au pays. Et puis j'ai eu des enfants français, ils sont allés à l'école française, ils ont fait leur vie en France, ils se sont mariés en France, ils ont eu des enfants en France. Aujourd'hui, je suis père et grand-père, ou grand-mère. J'aimerais bien rentrer au pays, mais me séparer de mes petits-enfants, quel casse-cœur, quel brise-cœur, n'est-ce pas? Alors on reste, parce que les enfants vous attachent au lieu où vous êtes venu initialement au départ avec l'idée d'une migration temporaire. Facteurs économiques également, parce que c'est Scaldine, à force de vivre en France, se sont orientés vers des métiers complémentaires des leurs. Par exemple, installateur de chaudière, réparateur de chaudière, ramoneur, fumiste, ce sont les gens qui nettoient les cheminées, plombier, des métiers dont une bonne partie s'exerce toute l'année. Donc, on rallongeait la durée du séjour en France et on ne rentrait dans le village que 3-4 semaines de vacances au cœur de l'été. La vie devenait de plus en plus française. Facteur économique, en Italie aussi. On restait en France, mais on gardait les terres. Alors, qu'est-ce qu'on en faisait de ces terres? Un accord amiable avec des membres de la famille chargés de les mettre en valeur. Et puis l'été, on venait et on découvrait que le parent, le cousin, etc., n'avait pas fait ce qu'il fallait. Ou alors on le soupçonnait d'avoir gagné beaucoup d'argent pendant la récolte et d'en avoir donné qu'une petite partie au propriétaire. Moi, je suis le propriétaire, il me donne des pots de châtaigne, comme on dit à Nice, c'est-à-dire 3 fois rien, n'est-ce pas? Il y a donc des conflits familiaux. Quand les terres aussi étaient, on en héritait en indivision. Quand il fallait partager les terres, il y avait des bagarres homériques. Comment tu prétends avoir la moitié, mais toi tu n'es jamais là, moi je me tape tout le boulot sur les terres, j'ai droit à une part plus importante. Ah oui, mais la loi dit comment? Bah oui, les discussions juridico-administrativo, d'intérêt, etc., qui étaient échangées dans ces cas-là. Donc, si vous voulez, l'intérêt matériel français devenait de plus en plus important. Moi, je crois beaucoup à l'intérêt dans l'attachement. Vous savez, il y a un vieux proverbe latin, une belle formule, ubi bene, ibi patria. Difficile à traduire en français parce que le latin est beaucoup plus concis. En charabia, ça voudrait dire ici bien, ici patrie. Si on traduit bien, ça veut dire ma patrie, c'est là où je me sens bien. Voilà la traduction élégante qu'on peut donner de cette formule ubi bene, ibi patria, n'est-ce pas? Évidemment, on se sent bien, on est attaché parce que on gagne bien sa vie. On a acheté, on a investi également dans la nouvelle patrie dans laquelle on est. Et puis, il y a eu également, alors je vais passer très vite là-dessus parce que c'est très compliqué, des facteurs économiques italiens qui ont contribué au détachement. À partir de 1973, il y a eu en Italie des réformes agraires. On a d'abord voulu mettre en place des communautés montagnardes pour apprendre à ces gens, notamment de l'Apennal, ces gens de Plaisance et de Piacenza, de Plaisance, leur apprendre à travailler collectivement pour mettre en valeur leur domaine, moyennant des subventions, etc. Mais ces individualistes ont rechigné à travailler selon des règles que l'administration leur imposait. Ça a été très compliqué. Ils se sont disputés. Alors, en plus, les administrateurs étaient élus. Et là, les partis politiques s'en sont mêlés. Donc, quand tu élisais un fonctionnaire qui gérait ces communautés, il fallait voter à droite ou à gauche, etc. Alors là aussi, le côté individualiste, les luttes politiques sont entrées en cause. On a arrêté cette réforme, on a réorganisé et on a donné un rôle plus important aux institutions régionales italiennes. Mais alors là, encore pire, parce que l'administration régionale était très éloignée
très éloigné des réalités villageoises. Donc, ça n'a pas marché non plus. Donc, on s'est de plus en plus détaché de cette mise en valeur des terres que l'on possédait dans le village d'origine. Et ça me conduit à ma conclusion. Je crois que je suis dans les temps, n'est-ce pas? À peu près. Ça va, oui. Ça va, m'a dit le président. Donc, je pense ça pour un satisfecit. Voilà. Nous avons, avec cette étude des Scaldini, l'exemple typique d'une migration temporaire se transformant en implantation définitive en France. Au départ, comme je vous l'ai dit, je résume, une population pauvre, habituée à une vie difficile, donc endurante, exerçant un métier très fatigant, exigeant un investissement physique très important. Donc, au départ, voilà comment ça. Au départ aussi, une population immigrée qui pratique l'entre-soi, qui reste en rapport sociaux avec les compatriotes, avec les proches. Et puis, peu à peu, les liens entretenus avec la terre d'origine se distendent pour les raisons que nous avons vues tout à l'heure. Et quels ont été finalement, si on récapitule, les facteurs d'intégration qui ont été les plus évidents? D'abord, le type de travail individuel, souterrain, contact limité avec les Français et avec les compatriotes, un autre type de vie, si vous voulez, un type de vie différent de celui du village. Et c'est une rupture importante, l'occupation quotidienne, professionnelle que l'on a. C'est une nouvelle vie qu'on découvre de cette manière-là. Le poids des intérêts matériels dont je vous ai parlé tout à l'heure, ubi bene, ibi patria. En France, on gagne plus, en France, on améliore le niveau de vie, donc je m'attache à la France. Facteurs sociaux, le mariage mixte, évidemment. La femme préfère vivre en France que dans un pays qu'elle ne connaît pas, où il y a une famille, quelquefois, est un peu réservée, hostile à son égard, en tout cas dont on ne connaît pas la langue. C'est un facteur d'intégration que le lien matrimonial. Les enfants, souvent français, scolarisés à Paris, parlant français entre eux, quelquefois ne parlant plus ou très mal la langue ou le dialecte du père, choisissant leur métier en France. Donc, un enracinement progressif qui fait que on considère de plus en plus que la vie normale est la vie qu'on mène à Paris et non pas la vie au village. C'est en somme une mutation culturelle très importante qui s'opère de cette manière-là. On est passé d'une société patriarcale, dirigée par les grands-parents, quelquefois, depuis le village. Ils disaient au fils qu'il fallait faire à Paris sans rien connaître du métier que celui-ci tenait. Et on est passé de cette vie patriarcale et individuelle à une vie mononucléaire, si vous voulez, c'est-à-dire une famille limitée aux parents et aux enfants, et un destin individualisé en quelque sorte. Alors vous me direz, aujourd'hui, que reste-t-il de ces racines? Eh bien, un attachement sentimental. On a gardé les terres, souvent, on a gardé la maison, c'est devenu une résidence secondaire pour les vacances d'été. Voilà quel est le destin de ces terres agricoles originelles. Je vous remercie.